Comment penser une administration disciplinée des États africains à l'heure où ce continent s'affranchit de l'emprise néolibérale occidentale, dont la caractéristique est l'indiscipline et la corruption administrative? Eh bien, plusieurs hypothèses et propositions sont envisageables. L'une d'entre elles que je suggérerais serait un peu surprenant, mais et aurait un sens de mon point de vue. L'un des moyens de concevoir une administration plus disciplinée en Afrique serait d'inclure les figures féminines en grand nombre au sein de la haute administration et même dans l'appareil administratif en général. En réalité, naturellement, il y a plus de vertus en la femme qu'en l'homme. Et c'est démontrable logiquement. Si on étudie déjà d'emblée l'instrument de mesure des degrés de vicissitude de toute société, indépendamment des sphères culturelles, instrument de vicissitude qu'est le milieu carcéral, puisque c'est le milieu carcéral qui est l'instrument par excellence permettant de mesurer le niveau de vicissitude d'une société. C'est là où est concentrée la plupart des déréglés ou des virus ou des microbes sociaux. Alors quand on étudie par exemple le milieu carcéral, on se rend compte que, indépendamment des sphères culturelles, en termes de genre, il y a toujours plus d'humains masculins dans des prisons que de femmes. Ce constat déjà clair prouve nettement que, bien que la femme ait ses vices en termes de vertu, elle est plus prédisposée que l'homme masculin. Quand on étudie déjà dès l'enfance, à travers des jeux, les comportements de la jeune femme, de la jeune fille et du jeune garçon, on se rend compte que les jeux du jeune garçon sont portés vers la rivalité et le conflit. Or, chez la femme, il y a déjà une volonté de se rendre utile à la communauté. Ce sont des simulations de préparation des repas, d'encadrement de l'enfant, tout ce que la jeune fille voit sa mère faire. Et dans ces jeux-là, on voit déjà l'idée d'être serviable à la communauté et à la société. Nos nations traditionnelles, nos royaumes traditionnels, dont l'histoire remonte à l'Antiquité et qui ont eu à accumuler une grande expérience sur le plan sociologique, eh bien, ces royaumes avaient déjà remarqué que l'homme masculin est, dès sa naissance, un sac de pulsions. Ce n'est qu'en encadrant, qu'en canalisant ces pulsions-là, à travers la phase d'une initiation particulière permettant le passage à l'âge adulte, qu'on faisait du garçon un homme. Sinon, naturellement, le garçon n'est pas prédisposé à être un homme. C'est par le moyen artificiel de l'initiation à l'âge adulte qu'on l'inculque des valeurs faisant de lui un homme. Or, la femme n'était pas amenée à passer spécialement par cette phase d'initiation-là pour devenir une femme. On considérait que
en elles portaient déjà des vertus utiles à la société. Il fallait juste les contextualiser dans son environnement culturel. Et c'est en suivant sa mère que la jeune fille contextualisait culturellement ses vertus. Aujourd'hui, où les sociétés africaines se sont modernisées, entre parenthèses, on se rend compte, par exemple, que alors que les sociétés, le tissu familial en Afrique se déchire et que se généralise le phénomène de famille monoparentale, celles-ci sont généralement constituées d'une mère et de sa progéniture. Généralement, la figure paternelle a disparu, occupée à exprimer ses pulsions un peu partout dans la société, sans en mesurer les conséquences ni en assumer les responsabilités. C'est la femme qui, de manière consciente, même lorsque la société en dérive, essaye d'assumer la responsabilité parentale toute seule. On peut d'ailleurs constater que, inspiré, par exemple, des valeurs antiques africaines, notamment négro-égyptiennes, qui faisaient de Mahat, l'idéal humain, une figure féminine, de nos jours, la loi et l'équité est symbolisée par une femme tenant une balance ou un livre de loi entre les mains. Tous ces exemples montrent à suffisance que, sans être saine, la femme présente néanmoins plus de vertus que l'homme masculin. Fort de ce constat donc, s'il faille penser une société, une administration des États africains disciplinés, sans en avoir à recourir toujours aux mesures répressives extrêmes, il serait mieux de généraliser des figures féminines au sommet de l'administration, surtout dans les ministères qui concernent la gestion matérielle des affaires publiques. Les figures masculines peuvent occuper des domaines de rivalité tels que la défense, la sécurité nationale par exemple, mais les domaines qui concernent la gestion quotidienne de la cité en vue de satisfaire matériellement les citoyens, tels que par exemple le domaine de la finance, de l'économie, des travaux publics, les ministères de l'agriculture, ces ministères-là de gestion des affaires courantes seraient mieux entre les mains des femmes. D'ailleurs, dans la cellule familiale, la femme a toujours été l'administratrice de la maison. Naturellement, la femme a des qualités pour administrer déjà au niveau de la cellule familiale. En mettant les femmes au sein de l'administration, donc, on discipline ce secteur sans avoir à en arriver aux mesures extrêmes sur le plan répressif. Des mesures dissuasives mesurées suffiraient à les discipliner facilement. Il ne s'agit donc pas de mettre des femmes dans l'administration et de dire donc elles sont vertueuses, elles sont saines, elles vont être d'emblée responsables. La rigueur s'impose toujours, mais ici, les mesures répressives ne seront pas appelées à être intenses pour les recadrer et pour permettre ainsi à ces figures féminines intégrées dans la haute administration de se discipliner et d'avoir un rendement admirable en termes de gestion des affaires publiques. Bon, maintenant, si on veut, par pure fierté masculine,
intégrer à tout prix majoritairement les figures masculines au sein de l'administration, il faudrait être prêt à en arriver aux mesures extrêmes autant que possible pour les discipliner. Dans un contexte sociopolitique où on sort de l'influence néolibérale et dont l'influence persiste au sein de la haute administration. Ainsi, au cas où on voudrait avoir une administration normale en termes de genre, entre parenthèses, avec une grande présence de figures masculines dans un contexte actuel, la méthode pour discipliner l'administration serait de recourir aux mesures les plus extrêmes. J'ai fait allusion ici, entre autres, à l'application à la prononciation des sentences, autant pour moi, de peine de mort. La sentence de peine de mort prononcée comme réponse à un délit ou à un crime majeur ne signifie pas que forcément on va exécuter le condamné. Mais la peine de mort offre une très grande flexibilité en termes de dissuasion sur le plan judiciaire lorsqu'il faut discipliner l'administration ou tout autre secteur d'activités socio-politiques et économiques. Lorsqu'on condamne quelqu'un à mort, par exemple, il y a la possibilité de le gracier. Ainsi, la peine de mort se transforme en peine de prison à durée déterminée. Il y a la possibilité de ne jamais exécuter la sentence de la peine de mort. Ainsi, la peine de mort devient de fait une condamnation à vie. Et dans les cas extrêmes, il y a la possibilité d'appliquer l'exécution. Cette flexibilité-là permet de mieux dissuader les délinquants, généralement dans l'administration, parce qu'ils ne s'entendent en rien une fois qu'on a prononcé la sentence de peine de mort. Est-ce qu'ils seront libérés? Si oui, quand? Est-ce qu'ils vont définitivement rester en prison? Est-ce qu'ils seront condamnés? Est-ce qu'ils seront exécutés un jour? Tous ces questionnements-là mettent le condamné dans une certaine incertitude qui moralement l'affecte et de ce fait est assez dissuasif ou sont assez dissuasifs comme forme d'inquiétude et de moyens d'impacter psychologiquement les délinquants de la société et notamment de l'administration. Lorsqu'on condamne quelqu'un à mort, par exemple, pour le cas d'un délinquant administratif, on peut imposer à ces derniers une condition carcérale misérable en contrepartie de son maintien en vie. Mais lorsqu'on condamne quelqu'un qui, sur le plan administratif, a fait montre de délinquance à une peine de prison ferme, ce dernier qui a assez détourné les fonds publics et qui bénéficie d'un soutien de ses lobbies sur le plan international et national peut exiger l'amélioration de sa condition carcérale. Le prisonnier a des droits et si l'État ne peut pas satisfaire ses exigences, il peut demander à le faire de lui-même sur la base de ses moyens. Il en a. Il bénéficie d'une solidarité de la part de ses lobbies. Et de ce fait, la plupart des personnes qu'on condamne dans nos prisons pour des fautes financières lourdes mènent une vie de bourgeois dans la prison. Ils ne sont en aucun cas concernés par la misère carcérale des autres prisonniers condamnés pour des délits mineurs. Si on avait condamné à mort
ces délinquants administratifs dont les crimes ont un impact sur la société plus que ceux des autres détenus, si on les avait donc condamnés à mort, on aurait pu leur dire, bon, voilà, vous êtes soumis aux travaux forcés. Vous devez exercer des corvées quotidiennes. Voilà les conditions carcérales qui vous conviendraient. Et si vous n'êtes pas content, et si vous dénoncez ces pratiques, ok, on vous met dans les conditions carcérales qui vous conviennent et dans les délais courts, on fixe la date de votre exécution puisque vous êtes condamné à mort. Ainsi, on les tient et on les amène à vivre une condition carcérale assez disciplinaire qui les conviendrait et qui, de ce fait, dissuaderait dans l'administration certains qui s'aventuraient dans le même chemin. Et quand bien même dans les mesures extrêmes, il faudrait mettre à l'exécution la peine de mort en fixant la date de l'exécution, il faudrait s'arranger à ce que celle-ci soit médiatisée et que la mise en scène soit de manière à avoir un impact considérable sur la société. L'idée ici étant de n'avoir pas à recourir toujours aux exécutions, mais qu'à chaque exécution, qui ait un impact considérable sur la société, de telle sorte que il y ait une discipline chez celle-ci en général et dans l'administration en particulier, qui ferait en ce que on n'aurait pas sans cesse à priver des vies pour discipliner le secteur administratif et l'environnement social général. Voilà l'ensemble des mesures que je proposerai dans l'optique de construire une administration plus disciplinée de nos États au moment où on s'affranchit du système néolibéral dont la marque est l'indiscipline et la corruption administrative, avec ses conséquences dans la société en termes de déchéance morale sociale. Voilà donc la contribution modeste que j'avais apportée en termes de possibilité de discipliner l'administration autant que possible, en ayant le moins possible recours aux mesures extrêmes, sauf à en être obligé.